Chapitre 17. La Révélation. 2 février 1973. J'ai pris l'avion pour un voyage d'une dizaine de jours qui se révélera longtemps après préparatoire. Je vais retrouver Marcel. Elle a à peu près 18 ans. Je l'ai rencontrée à Paris où nous avons eu une petite aventure quelques mois auparavant. Elle m'a proposé de lui rendre visite et me faire connaître son pays. J'ai accepté et au bout d'environ 3 heures de vol, l'avion se pose à Tel Aviv. Dès mon arrivée, l'histoire se lèvera en filigrane partout où mon regard se pose. Seulement 2 livres en anglais, Exodus et Fighting Heroes of Israel. J'avais l'impression de voir les protagonistes de la naissance de l'Israël moderne se matérialiser devant mes yeux. Le samedi passe à se faire dorer au soleil sur la plage. On est quand même en février et l'eau est trop froide pour s'y baigner. Dimanche, on prend un taxi collectif en route pour Haïfa, Saint-Jean d'Acre, selon son ancien nom. Les croisés sont là, avec leurs armures et cottes de mailles. Ils assiègent les murailles, qui sont toujours dressées, puis ils sont assiégés à leur tour. Dans les brumes de l'histoire, c'est Bonaparte qui les remplace, suivi des Turcs, puis les Français, les Anglais. On y dort. Le lendemain, on reprend la route pour la montagne. On va à Sassa, un kibboutz, d'où on voit très nettement les monts enneigés du Liban. Les sabras correspondent bien à leur image. Piquant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. L'accueil est un peu froid. Mais après, c'est la fête avec des chants et des danses très entraînantes. La nuit est glaciale, on se les gèle. Au petit matin, on profite d'une sorte de jeep qui y descend pour rejoindre Tel Aviv. De la route qui serpente autour des montagnes, j'aperçois le lac de Tibériade, argenté par les premières lueurs du jour. Puis, c'est le train pour Jérusalem. Un vieux train cahotant. On y est secoué presque sans arrêt. La première fois, c'est comme un tour de manège. Mais j'imagine qu'au quotidien, ça doit être beaucoup moins drôle. Mercredi, on visite le vieux quartier. C'est très émouvant de se promener dans ces rues qui ont vu passer les personnages de l'Ancien Testament, les Romains, Jésus et les premiers chrétiens. Je découvre le mur des Lamentations et la mosquée Omar, dont le dôme recouvert d'or resplendit sous le soleil. Du haut d'une éminence, je contemple le paysage environnant de collines douces, ondulant à perte de vue. Je vois presque les Assyriens, les Égyptiens, les Romains, les Arabes, les croisés, etc. Malheureusement, Marcel ignore tout de l'histoire de son pays. Elle est née en Afrique du Nord et visiblement, on ne lui a rien appris de son histoire passée. Je lui transmets ce que je sais. On s'envole dans un petit avion à hélice pour Eilat. Par le hublot, je vois le désert dans toutes les directions. Terre d'errance si longtemps pour les Hébreux. J'aperçois la mer morte. D'autres pages de l'histoire s'ouvrent devant mes yeux. Les Maccabées, les Esséniens, etc. À cette époque, Eilat est très peu construite. On va dormir pour quelques jours de farniente dans une caravane qui sert d'hôtel près de la mer. Là, elle est bonne. Je m'y baigne avec plaisir. Des dauphins tout près jouent avec les gens. Le paysage minéral où on ne voit presque pas de verdure est splendide. Le soir, les falaises de Jordanie, éclairées par le soleil couchant, deviennent complètement rouges. En se réfléchissant sur la mer, celle-ci devient rouge à son tour. Est-ce l'origine de son nom? C'est vraiment très petit ce pays où il s'est passé tant de choses importantes. Je repars pour Paris. Adieu Marcel. Merci pour tout, à toi et à ta famille. À l'aéroport, le douanier, qui vient d'examiner mon passeport très méticuleusement, me demande, dans un français parfait, sans accent, après avoir lu mon titre d'architecte: Combien ça vaut maintenant un pavillon dans la banlieue parisienne? Surpris, je crois qu'il essaye de me piéger. Pas du tout. Il poursuit en me disant qu'il a beaucoup de mal à s'adapter à la vie israélienne, qu'il préférait la vie à la française et qu'il envisage de retourner en France. Chapitre 17. 1.
le livre de l'Apocalypse. Mai 1988. Le livre qui contient le plan de ma recherche est bien issu de la Bible. Elle est constituée de nombreux livres, et c'est plus particulièrement le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean. On peut comprendre ma stupeur en raison de mon rejet des églises, et en même temps, le sentiment de confirmation de tout ce qui m'arrivait. Je n'avais aucun autre fil conducteur. Alors pourquoi pas celui-là? D'autant que ce livre est très important. Quelle que soit la croyance qu'on lui accorde, c'est un livre exceptionnel. C'est incroyable que quelqu'un ait pu avoir une vision aussi longue et aussi détaillée. N'ayant pas d'autre choix, je décidai de le suivre. On verrait bien ce qui allait se passer. Et j'ai vu. 25 mai 1988. Je viens de terminer la représentation de mon logo en LED jaune. Le A majuscule avec la barre plus longue à droite, supportant le symbole de l'infini. Il est fixé sur la face d'une boîte noire de 11 par 19 cm sur 6 cm d'épaisseur. Je m'en servirai dans les spectacles pour signer en lumière à la fin de la représentation. 15 juin 1988. Je reprends la recherche du couloir de l'infini en format complet, 1 mètre au carré. Je me concentre sur ces lignes qui partent du centre dans les angles en X, la structure de Kerr-Fusion. 16 juillet 1988. La Porte de Lumière est présentée avec d'autres œuvres dans un nouveau festival en Vendée, en dernière partie de spectacle à Machecoul. Quand Didier m'avait proposé d'y participer, il m'avait annoncé que le spectacle se passerait dans un château moyenâgeux. Plus tard, une fois que je lui ai donné mon accord, il a rajouté que le spectacle aurait lieu à l'extérieur, car le château était en ruine. J'y arrive avec mes dernières créations lumineuses. Je découvre qu'en fait de ruines, ce sont des ruines de ruines, des gravats presque. Oui, mais des ruines prestigieuses. C'était un des châteaux de Gilles de Ré, ancien compagnon de Jeanne d'Arc, devenu maréchal de France, un des personnages les plus importants du royaume. Vers la fin de sa vie, alors qu'il avait atteint tous les honneurs, il a sombré dans une sorte de folie. Pour retrouver la jeunesse, il a fait enlever des quantités de jeunes enfants, garçons et filles, à qui il faisait subir les pires tourments, dans des cérémonies de malades mentales et d'obsédés sexuels. Il fut brûlé vif. Sort qu'on réservait aux sorciers, au lieu d'être décapité comme il aurait dû l'être en tant que noble. On l'a baptisé Barbe Bleue. Mais son histoire est beaucoup plus abominable que celle du conte pour enfants. C'est donc dans un ancien château de Barbe Bleue que j'ai donné ce spectacle. Il est en ruine depuis ce temps. Il restait des morceaux de muraille, une partie du donjon et la trace des douves entourant la forteresse. Les premières parties du spectacle ne sont pas terribles et seront démolies par la presse. Arrive mon tour. J'ai une curieuse impression en voyant mes tableaux nichés dans des recoins de murailles. C'est intéressant, mais on n'est pas concentré comme en intérieur. On est distrait par les étoiles, des insectes, un petit vent. Après la séance, on remballe le matériel. L'éclairage est coupé et je me retrouve dans le noir complet avec des tableaux fragiles dans les bras et le risque de tomber dans le fossé qui borde le chemin pour rejoindre la camionnette. Je m'aperçois en plus qu'il y a de la rosée à laquelle je n'avais pas pensé. J'en frémis rétrospectivement. Elle aurait pu court-circuiter mes appareils. Je me suis promis de ne plus faire de spectacle en plein air dans de telles conditions. Chapitre 17, 2, Apocalypse. Un nom qui fait peur. Entré dans le langage commun comme quelque chose d'effrayant. Il a même donné l'adjectif apocalyptique dans le sens d'une destruction violente de fin du monde. Pendant longtemps, je n'osais même pas en parler à mes visiteurs, en dehors du petit groupe de Dreammakers. Encore maintenant, je n'aborde ce sujet qu'avec beaucoup de précautions. La majorité des gens se contentent de colporter ce sens destructeur sans avoir jamais lu le texte. Ceux qui l'ont lu l'ont généralement survolé en ne retenant
que ce qui les frappait, sans essayer d'approfondir ce qu'ils lisaient. Beaucoup de contresens en sont sortis. Il faut dire que c'est un texte très difficile à comprendre. Il est très mystérieux et très ardu à lire. Si on en parle à des religieux, surtout catholiques, ils l'esquivent d'un haussement d'épaule ou font la sourde oreille, n'y ayant rien compris. En raison de mes recherches, j'ai été conduit à le lire, le relire encore et encore, pendant plus de 27 ans. Il n'est vraiment pas facile à saisir, même avec le fil conducteur de l'œuvre que je construis. D'ailleurs, faut-il tout comprendre? N'y a-t-il pas une sorte de remplissage intentionnel destiné à masquer les parties importantes que seuls des chercheurs très appliqués et obstinés arrivent à comprendre quand le temps est venu? En tout cas, il est certain qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension et plusieurs sens simultanément imbriqués les uns dans les autres. Je me suis concentré essentiellement sur les parties me permettant de construire la Dream Machine, l'Extasium. Par ailleurs, pour fouiller le sens en profondeur, j'ai lu différentes traductions. Il y a très peu de différences importantes entre elles. L'une d'elles a tout particulièrement retenu mon attention. C'est celle d'Eli Chouraki. Sa particularité est d'adjoindre de nombreux commentaires sur la traduction, sur l'importance à apporter à tel ou tel concept, sur le sens antique, sur les mesures, etc. Son travail m'a été très utile. En particulier, il précise une chose que la plupart des nombreux interprètes semblent oublier. Il ne faut jamais prendre à la lettre les descriptions contenues dans l'Apocalypse. Comme dans d'autres visions, au lieu de lire « c'est comme ça », il faut comprendre « c'est quelque chose qui me fait penser à ça » ou qui m'évoque ça. C'est toujours une approximation. Et enfin, Apocalypse, mot d'origine grecque, n'a pas du tout un sens négatif. Il signifie révélation. 23 octobre 1988. Je me rends avec Fumi dans un petit club près de la place d'Italie, loué pour une soirée privée par Karl Schlosser. Je l'ai enregistré beaucoup de fois déjà, avec son grand orchestre, puis diverses petites formations. C'est un très bon musicien. Le jazz qu'il joue habituellement est très sophistiqué et intellectuel, parfois difficile à accrocher pour un public large. Cette fois, c'est la surprise. Il nous fait découvrir sa nouvelle formation, X-Trio. Il joue en compagnie d'une chanteuse américaine et d'un pianiste. C'est une musique fraîche, joyeuse, drôle par moments, festive, sans prise de tête. Avec son sax ténor, sa flûte ou même sa clarinette, il nous fait passer une soirée enchanteresse où on s'amuse beaucoup en écoutant de la belle musique. Dommage qu'il ait gâché le début. Colette, qui était invitée, est arrivée en compagnie d'un ami. Croyant bien faire, elle a dit à Karl qu'il était journaliste. À partir de ce moment, le musicien s'est mis dans tous ses états de grande diva, qu'il ne s'estimait pas prêt pour la presse. Il a refusé l'entrée à ce charmant garçon, et par voie de conséquence à Colette. C'était d'autant plus stupide qu'on sait très bien que ce n'est pas parce qu'un journaliste vient vous voir qu'on est assuré d'avoir un papier dans un journal. J'en ai fait plusieurs fois l'amère expérience. Je contacte Guy Pedersen, le contrebassiste de jazz, pour qu'il me fournisse les proportions d'une contrebasse. Je me demande si ça ne pourrait pas être une piste à suivre pour créer une enceinte capable de produire un son réaliste. 2 décembre 1988. Je donne une représentation de mes œuvres à l'occasion d'une soirée donnée pour le personnel de la société Porcher au dernier étage de l'Institut du monde arabe. J'ai pu observer de près cette belle architecture, surtout du côté des fenêtres qui s'obturent comme un objectif d'appareil photo en fonction du soleil. Par contre, je l'ai trouvée curieusement froide pour évoquer des pays si chaleureux. Du haut du bâtiment, je voyais un certain appartement en face, dans l'île Saint-Louis, avec un petit sentiment de revanche. C'était le somptueux duplex qui avait appartenu à Helena Rubinstein. J'y avais été invité plusieurs mois auparavant par un Libanais ou Syrien d'une quarantaine d'années qui venait de l'acheter. Il m'avait dit qu'après avoir amassé une fortune,
Il voulait se consacrer à faire connaître des artistes. Il avait racheté un immense château au bord de la Loire et voulait créer une fondation pour la promotion de l'art, avec un hôtel de grand luxe pour y faire venir les riches clients. Il avait vu mes créations chez moi et elles l'intéressaient beaucoup. Il se proposait d'organiser une soirée chez lui avec l'exposition de mes œuvres. Il ferait venir de riches clients potentiels. On parcourt les nombreuses pièces et la grande salle de réception pour voir où on pourrait accrocher mes compositions et installer la musique. Toutes les pièces sont pratiquement vides. Il vient d'emménager. Ensuite, on parcourt l'immense terrasse qui recouvre tout l'immeuble. Il souhaite l'aménager en créant des fontaines animées en lumière et musique, et me demande de lui proposer un devis, ainsi que pour d'autres œuvres. Pour la soirée, il me demande de venir avec d'autres artistes. Le soir de la présentation, j'arrive accompagné de plusieurs amis. À peine sur le seuil, Nadia se sent mal. Il y a de mauvaises vibrations, ça ne va pas se passer bien. Foumi n'est pas à l'aise non plus. Les œuvres sont là. Il y a des boissons. On reste. La plupart des visiteurs sont de riches Américains. En captant des conversations, on se rend compte que la fondation n'est qu'un prétexte pour obtenir des fonds afin de créer le seul projet, l'hôtel de grand luxe. Au bout d'un moment, l'homme d'affaires nous annonce qu'il va emmener ses clients dîner dans un restaurant et nous congédie comme des domestiques. Le lendemain, quand je viens récupérer mes œuvres sans avoir reçu le moindre dédommagement pour le déplacement et la prestation, il n'est plus question de commande ou de fondation. Ce qu'il m'avait dit sur les nouveaux objectifs qu'il vous donnait à sa vie n'était que du baratin. Il n'était qu'un affairiste sans scrupules, prêt à tout pour gagner encore plus d'argent. Cet appartement était-il réellement à lui? 22 mars 1989. J'ai invité plusieurs amis pour le baptême des Amazones. Quand les spectateurs sont installés, ils ont en face d'eux deux chevaliers, la tête recouverte d'un aume plat sur le dessus, qui descend légèrement conique sur les épaules. Une ouverture en forme de croix sur la face. Un long manteau descend jusqu'à terre. On dirait des chevaliers teutoniques, éclairés par un projecteur chacun. Derrière eux, un grand rideau en fine dentelle bleu nuit, avec des dessins or, laisse entrevoir quelque chose. Je lance la musique, puis je vais derrière le personnage et lui retire son casque. Une tête en haut-parleur apparaît. Le son devient plus clair. Même chose avec la deuxième. Avec des gestes de stripteaseuse, je retire le drap blanc qui sert de manteau. Même chose avec l'autre. Les Amazones apparaissent dans toute leur splendeur. Pendant ce temps, on voit de la lumière animée transparaître derrière le rideau. Je l'ouvre. Un immense tableau couvrant tout le mur s'anime emballé. Sur les côtés des grands panneaux en forme de diamant tirés d'extase. C'est très spectaculaire. J'ai tenté de nouvelles approches acoustiques avec, entre autres, des morceaux de moquette et pour les enceintes ou les supports d'électronique. L'utilisation de plaques de marbre. J'ai même essayé une base d'enceinte en ciment dans laquelle j'ai imprimé mes mains, une par enceinte. Elles ont été démontées depuis et ces panneaux en ciment sont accrochés depuis dans mon atelier. J'ai commencé à utiliser des pointes anti-vibratoires disposées sous les enceintes ou les appareils. Je réalise quelques enceintes sur commande pour des amis, ce qui me permet de vivre un moment. La vente des tableaux est en sérieuse perte de vitesse, par manque d'argent artistique pour me représenter et d'œuvres suffisamment au point. Vers le milieu de l'année, je vais commencer à me trouver dans des difficultés matérielles allant en empirant. Cette recherche me coûte cher. Je n'ai aucune subvention et j'ai un loyer qui ne m'oublie pas chaque mois, augmentant régulièrement, davantage que mes recettes. 25 avril 1989. Karl a apporté son saxo ténor. Il va essayer d'improviser pendant qu'on va chanter. Depuis un bon moment, je sens que cette musique de connexion, qui est purement vocale, devrait être, entre guillemets, habillée musicalement, instrumentalement, pour être présentée en public. En plus, je suis prêt à tenter toutes les expériences qui m'arrivent à l'esprit pour essayer de cerner le phénomène.
On commence à chanter. Au bout d'un moment, Karl commence à jouer. Ça ne va pas, je le sens. On essaye de persévérer, mais on est obligé de l'arrêter. Par la suite, on fera des tentatives avec des percussions, qui n'iront pas non plus. Quand on chante, on ne peut utiliser que nos voix, nos mains, nos pieds. L'habillage musical doit être réalisé après, ce qui ne facilite pas le travail. D'habitude, en studio, on fait l'inverse. On construit la partie instrumentale et on pose après les voix dessus. Avec Dreammaker et les champs de connexion, on ne peut pas procéder de cette manière. Le rapport avec le livre de l'Apocalypse ne m'a pas permis de mettre immédiatement en place les éléments trouvés. Il ne représente qu'un schéma directeur et malheureusement pas un plan détaillé. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, en particulier au niveau des rapports de couleurs dans la partie centrale que j'ai beaucoup de mal à cerner. J'essaierai encore un grand nombre de tentatives au cours des années à venir. Les rapports de couleurs et de forme sont interdépendants dans cette image si particulière. La moindre modification déséquilibre tout l'ensemble. J'ai beaucoup de difficultés à dissocier ce qui doit être une image visible, peinte, de ce qui est une image animée en couleurs, de lumière. Avec tout ce que j'ai trouvé, je pense qu'il y a plusieurs images imbriquées les unes dans les autres, comme les pièces d'une mécanique. Mais comment les assembler? Certaines formes apparaissent ou réapparaissent avec force. En particulier, cet anneau carré flottant dans l'espace qui m'était apparu après mon voyage à New Orleans sur l'autoroute conduisant à Baton Rouge. À des moments, il y en a deux, l'un dans l'autre, à une certaine distance. Celui qui est à l'extérieur est rose tyrien, ou or. L'autre est bleu 66, c'est-à-dire phthalocyanine. Je sens qu'ils sont devant d'autres formes arrondies, que des lignes en sortent et que le couloir de l'infini doit se balader quelque part là-dedans. Une autre image arrive séparément, mais elle doit s'intégrer d'une manière ou l'autre. C'est l'image, beaucoup utilisée par les musulmans, qui représente une étoile verte à 8 pointes, formée par deux carrés l'un dans l'autre. Demis Michaelides me rend souvent visite. C'est le seul à suivre l'évolution de ma création avec autant d'assiduité et d'intérêt artistique qu'il démontre par l'achat d'œuvres. Il est mon meilleur amateur collectionneur, mais je ne lui parle pas de la dimension spirituelle qui semble le dépasser. 5 mai 1989. Je pars dans une voiture que m'a prêtée Gilles, mon frère, qui a succédé à mon père dans l'entreprise familiale. Je vais à la Trinité-sur-Mer avec Foumi, assister au mariage de mon copain peintre, Fanch, avec une architecte iranienne. Ils se sont rencontrés à San Francisco. Le repas de mariage est joyeux et gaulois. Par facétie, le père de Fanch a offert du sanglier à la famille de Mécamé, la jeune épousée musulmane. Ils ont le sens de l'humour et tout s'est bien passé. 27 juillet 1989. Colette revient d'un long voyage en Israël et recommence à chanter avec nous. Elle a rencontré un vieux monsieur qui l'a baptisé Petite Lumière du Matin, ce qui se dit Koreva en hébreu. C'est son nouveau nom pour une nouvelle vie. Elle ouvre un salon de massage. Rapidement, elle devra déchanter. Les massages que les messieurs lui réclament ne sont pas ceux qu'elle pratique. 26 septembre 1989. J'assiste chez moi à un spectacle exceptionnel. Alexandre, un autre, danseur chorégraphe de grand talent, canadien d'origine tatare, m'explique en dansant les différences entre les danses classiques et contemporaines. Il décortique chaque mouvement en partant dans des envolées qui auraient pu m'inquiéter pour le matériel, mais il maîtrise tellement ses gestes qu'il n'y a rien à craindre. Il termine en dansant et fredonnant, pour moi seul spectateur, le spectre de la rose. 9 octobre 1989. Après beaucoup de modifications, c'est la naissance définitive des Amazones. Du moins je le croyais. Comme souvent aussi avec l'acoustique de la salle ou avec le tableau. 13 novembre 1989.
Je suis dans la lumière, de plus en plus de lumière, intensément. Cette fois, c'est une forme d'hameçon, floue, que je vois apparaître. Encore une fois, je suis tiré à travers les dimensions et je débouche de l'autre côté. C'est complètement différent. Et pourtant, je ressens l'impression de contempler Dieu. Il y a comme des racines, que des racines, une multitude de racines. Tout l'espace est rempli de racines. Les plus grosses proviennent d'un point central, puis se ramifient de plus en plus pour arriver jusqu'à chaque point de matière, chaque atome, chaque particule. Elles sont une densification de conscience, forte pour celles reliées à des points matériels, plus légère avec différents degrés pour les liaisons avec la vie, beaucoup plus subtile avec aussi différents degrés pour les liaisons avec l'esprit, et beaucoup d'autres peut-être. Toutes ces racines sont de pure énergie qui maintient l'univers et qui véhicule les intentions du Pâté. Début décembre, c'est l'apparition d'une nouvelle forme dans la composition picturale. Un cercle, comme une ouverture sur un ciel avec une boule au centre. 12 divisions, dont l'extrémité sur le cercle est arrondie. C'est une sorte de fleur rayonnante. J'ai appelé cette série qui va durer les fleurs cosmiques. On a un peu l'impression d'un tunnel arrondi, doux. La question est de savoir quel est le meilleur nombre de divisions arrondies, 12 ou 16. 15 décembre 1989. Après plusieurs visions où j'ai perçu le couloir de l'infini de différentes façons, à peine perceptible dans une masse de lumière ou seulement dessiné, j'ai pensé que la meilleure façon de le représenter, c'est avec une peinture qui se rapproche le plus de la vision, c'est-à-dire avec de la peinture fluorescente. C'est une grande nouveauté qui va me conduire à peindre dans la lumière noire, avec la sensation d'avoir un pinceau de lumière et qui m'ouvre un vaste champ pour l'assemblage des images. Chapitre 17, 3. La structure du récit. Je procède avec méthode. Je photocopie et agrandis les pages du livre de l'Apocalypse et relis le texte très attentivement en surlignant en jaune tous les passages qui m'évoquent un rapprochement avec le tableau. Il y en a beaucoup. Je distingue d'emblée deux types de rapprochements. Les formes fixes, les plus nombreuses à ressembler au tableau, et les formes en mouvement qui rappellent des compositions de lumière animée. Je m'aperçois qu'il y a de grands passages qui ne concernent pas ma recherche. C'est par endroits que je trouve beaucoup de liens. Selon moi, le texte est structuré en 4 parties. Il y a un prologue, une adresse aux églises d'Asie concernant une situation de l'époque de la vision de Jean. Il est anecdotique et il n'a pas beaucoup de rapport avec le tableau, même si j'en trouve quand même quelques-uns. Un descriptif des lieux. Beaucoup de points communs avec la partie en lumière naturelle du tableau. On peut même dire que c'est la description imagée avec des termes d'une autre époque du tableau avec ce qui l'entoure. L'action dramatique. Je ne m'attarde pas sur les horreurs décrites pour voir dans quelle mesure elles ne sont pas la traduction en langage antique et anthropomorphisé de simples jeux de lumière géométrique. La Jérusalem céleste. Le calme après la tempête. Le message d'espoir. C'est la description en termes très poétiques et embellis de l'image finale du tableau. C'est lui qui rapporte la vision. Mais en fait, c'est un ange qui lui parle en tant que porte-parole de Jésus, lui-même s'exprimant de la part de Dieu. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Plusieurs fois après, il est fait mention de Jésus-Christ et dans l'épilogue, on trouve 22:16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises.
Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. En 1980, longtemps avant toutes ces découvertes, j'ai peint un tableau intitulé Morning Star. Il y a aussi le tableau Lonely Star du Texas et le spectacle Star à l'Eden Theatre. 25 janvier 1990. Thierry me conduit en voiture pour découvrir son studio. Je le connais depuis plusieurs semaines. Il est démonstrateur d'informatique musicale dans un magasin près de chez moi et musicien lui-même. Cherchant quelqu'un pour habiller les chants de Dreammaker, je suis très intéressé de découvrir ce qu'il fait pour une éventuelle collaboration. Pendant tout le trajet, il me parle avec passion du temps qu'il consacre à trouver un nouveau son. J'ai hâte de l'entendre. Arrivé chez lui en banlieue, je découvre une quantité incroyable de racks d'appareils électroniques divers, de grosses enceintes posées n'importe comment, ce qui n'est pas de bon augure. Il me fait écouter sa musique. Je me dis, tout ça pour ça? Et j'oublie toute idée de collaboration. 17 février 1990. Je fais connaissance de Georges Lancry. Il est dans la communication, encore nouvelle à l'époque, et a participé à de très gros projets. Quand il montera sa propre entreprise, il me proposera d'étudier de grandes créations pour une soirée événementielle d'envergure. Au moins, celui-là me fera rêver en grand. Mais jamais rien n'aboutira. Je rencontre beaucoup de personnes, en contact d'autres, me remue dans toutes les directions, mais il n'en sort pas grand-chose. Où sont passés ces agents, ces intermédiaires qui vendaient mes œuvres? Je peins de nombreuses toiles, mais toutes ne sont que des esquisses, des ébauches, pour exprimer le couloir de l'infini et ce qui l'environne. Pour essayer de m'y retrouver, je prends l'habitude de noter toutes les étapes de la peinture, l'ordre dans lequel je réalise les diverses figures, les couleurs avec le nombre de leurs passages. Mais je ne relis jamais ces notes. Elles me servent quand même, parce que le fait de les écrire me les fait entrer plus profondément dans la tête. Le 6 avril 1990, je termine le tunnel extatique. Je me rapproche du sens final. Le son, avec les problèmes d'acoustique de la pièce, m'accapare de plus en plus. Je démonte plusieurs fois des aménagements destinés à corriger les défauts ressentis à l'écoute. À chaque fois, j'avais réalisé un décor harmonieux et soigné. Et c'est toujours avec un pincement au cœur que je dois tout défaire et recommencer. 29 avril 1990. Ultime réglage des Amazones, avais-je écrit dans mon agenda. Pour trouver plus loin, le 13 mai, dernière naissance des Amazones. Ceci démontre les pièges du son. Sur l'instant, tout content d'avoir achevé l'œuvre, on trouve que tout est parfait. Puis, insidieusement, le temps passant, les comparaisons avec le son naturel devenant plus évidentes, il faut encore intervenir. En fait, c'est seulement le 6 novembre qu'elles seront définitivement mises au point. Moins belles qu'au début visuellement, mais donnant un son meilleur. Cependant, elles seront bientôt abandonnées à cause d'une rencontre. 23 juillet 1990. Je me rends à Guyancourt, près de Versailles, à la base du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Je suis invité par Patrick. C'est le beau-fils d'Evelyne, la compagne de mon père. Mon beau-frère par alliance, en somme. Avec un groupe d'autres invités, il va me faire découvrir leur activité. J'ai la surprise de retrouver Gilles Dubu, un organisateur d'événementiel et argent artistique. C'est lui qui m'avait fait participer au spectacle de la soirée Porcher à l'Institut du monde arabe. Il s'était proposé de me représenter en me faisant participer aux soirées qu'il organisait. Mais il avait dû se désintéresser. Je n'avais plus eu de nouvelles. Il était un peu gêné en me voyant. Il a peur que je fasse des vagues. Il s'occupe maintenant d'un artiste célèbre qui est là, Francis Lalanne, le chanteur aux cheveux très longs et aux bottes de mousquetaire. Tous sont à plat ventre devant lui. Pendant le repas du déjeuner, il est le centre des conversations.
Il n'arrête pas de pleurnicher sur les journalistes qui ne sont pas gentils avec lui. J'interviens en lui disant qu'il devrait être heureux qu'on parle de lui, même en mal. Comme disait Sacha Guitry, qu'on parle de moi en bien ou en mal n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on en parle. Je lui précise qu'on ne parle pas du tout des artistes plasticiens. Pourtant, ce sont eux qui prennent le plus de valeur après la mort. Ça jette un froid. Le matin, on avait vu la tour d'entraînement, un peu comme celle des pompiers. Puis on était allé à un viaduc abandonné. On avait descendu en rappel et remonté les piliers du pont. Patrick et ses collègues avaient installé une tyrolienne. Une longue corde était suspendue d'un support en hauteur sur la rambarde jusqu'à un autre disposé une cinquantaine de mètres plus loin, en bas, dans la petite vallée. Une poulie était posée dessus, des poignées de chaque côté. On la faisait remonter après chaque passage grâce à une corde de rappel. Ça paraît très facile et je me sens parfaitement détendu. Le garçon qui me précède est très nerveux et inquiet. Je le réconforte. Malgré son appréhension, il s'élance et tout se passe bien. À mon tour, très décontracté, je grimpe sur la rambarde. Je saisis la poulie. On ne voit pas la corde de soutien. Et j'ai l'impression de me jeter dans le vide. Au moment de m'élancer, quelque chose à l'intérieur me dit non. Une barrière invisible se dresse devant moi. D'un seul coup, je vois défiler dans ma tête une chute ou une mauvaise réception avec cheville foulée ou cassée. Je ne peux pas prendre un tel risque. Je ne suis pas salarié dans une administration. Je redescends de la rambarde. Le gendarme, très compréhensif, me dit qu'il ne faut jamais insister. Si on ne le ressent pas, il ne faut pas le faire. Je suis le seul à n'avoir pas sauté. Je ne ressens aucune humiliation et personne ne se moque de moi. Je ne l'ai pas fait. C'est tout. Par contre, si j'avais été dans une situation de danger nécessaire, je sens que je l'aurais fait. Mais juste pour l'amusement, le risque était trop grand. Dans l'après-midi, on assiste à l'entraînement des poursuites en voiture, avec dérapages et demi-tours brutaux en pleine vitesse. On nous montre comment les gendarmes du GIGN apprennent à conduire d'une main, la tête baissée au niveau du tableau de bord. Ou encore, comment conduire une moto couchée en tirant au pistolet à 100 km/h. On passe au stand de tir. On apprend que ces gendarmes d'élite ont la plus forte allocation en munitions de tous les corps d'armée. Il faut qu'ils soient capables de tirer rapidement et avec une redoutable efficacité. Mais contrairement aux films policiers américains où la police tue ce qu'elle poursuit, ils doivent être capables de viser l'épaule ou une autre partie non vitale. Leur rôle est de stopper le suspect et le conduire vivant devant un juge. Patrick est capable de toucher une pièce de monnaie posée sur la tranche à 500 mètres avec un fusil à lunettes. Je prends un pistolet en main, que c'est lourd. Bang! Un bruit effroyable. Heureusement qu'au cinéma, le son est compressé. On serait tous sourds. Le recul est terrible. Ma précision? Parlons d'autre chose. Le meilleur tireur nous fait une démonstration. La vitesse pour dégainer n'est pas celle de Lucky Luke ou d'autres champions de cinéma. Rapidement, mais posément, il sort son arme, ajuste et fait un superbe carton, un beau cercle étroit formé par les trous de balles. Cette journée était passionnante. C'était mieux qu'au cinéma. Mais je préfère laisser tout ça aux professionnels. Quand on voit l'entraînement intensif qu'ils subissent, on se dit que les malfaisants auront bien peu de chances de leur échapper. Chapitre 17, 4. Les fractales. Quatrième vision divine. Plongée profonde dans la lumière. Cette fois, il n'y a ni main ni hameçon, seulement un courant d'énergie qui m'emporte. Encore une fois, je débouche de l'autre côté. Encore une fois, je ressens le sentiment ineffable que je contemple Dieu. Et pourtant, c'est totalement différent. Je vois des fractales dans toutes les directions, toutes sortes de fractales, imbriqués les uns dans les autres. Les fractales sont des formes géométriques
qui s'engendrent les unes dans les autres, de grandes à petites, et inversement, à la manière de certaines dentelles. Les flocons de neige sont structurés par des fractales. Des découvertes récentes montrent que la découpe des côtes bretonnes serait aussi engendrée par des fractales. Du plus petit au plus grand, les fractales sont partout. Ils ont été découverts relativement récemment, vers 1960, par un mathématicien français d'origine polonaise, Benoît Mandelbrot. C'est la quatrième et dernière vision du divin que j'aurai. On est loin du personnage barbu imaginé par certains, du simple point de vue lumineux ou même de la vacuité du nirvana. Mais pourquoi ces aspects différents ? 27 juillet 1990. Je reçois Philippe, un des frères de Marie, celui qui vient après elle, ce qui posait problème dans leurs nombreuses familles chinoises. Le père mort, il aurait dû être le chef de famille, étant l'aîné des garçons. Mais c'était elle, l'aînée des enfants, et donc la responsable. Comme en plus elle paraissait si jeune, il y avait souvent de l'orage. Il vient me rendre visite, accompagné d'une jeune artiste peintre. Elle est grecque et parle un français parfait. Après avoir assisté à la séance en musique et constaté l'énorme technicité qu'il a fallu utiliser, elle me dit: il n'y a pas besoin de connaître la technique. Il suffit de demander à un technicien de réaliser l'inspiration créatrice de l'artiste. Où vas-tu trouver le technicien? Oh, comment vas-tu l'expliquer ce que tu veux? Malgré mes connaissances techniques, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à Jean-Michel, l'ingénieur électronicien, quel circuit électronique il devait mettre au point. De même, j'ai souvent eu des difficultés à saisir ce qu'il m'expliquait. Heureusement qu'on parlait la même langue. Au-delà de la langue, l'esprit technique est très différent de la perception artistique. Je l'ai achevé avec la question qui tue. Avec quel argent vas-tu payer les études? J'ai eu la chance de ne pas avoir à le faire. Jean-Michel ne m'a fait payer que les appareils terminés. Une fois, j'ai contacté un bureau d'études pour seulement un des modules du système, qui en comporte une douzaine de diverses complications. Il me demandait une somme tellement importante pour l'étude et ensuite un prix 3 à 4 fois plus élevé que ce que je payais que j'ai dû renoncer. De fin octobre à décembre, en plus de mes recherches picturales diverses, je mets au point une sculpture, un appareillage que j'ai appelé un kaléidoscope, ce qui signifie voir la beauté en grec. C'est Démis qui a trouvé le nom. Il s'agit d'un dispositif d'éclairage du tableau qui peut aussi être autonome. Sur un haut pied en bois, mais ce pourrait être en métal, je fixe un long boîtier qui contient l'électronique et les transformateurs nécessaires. Il y a un projecteur concentré incolore qui éclaire le tableau. On peut faire varier à la main sa luminosité ainsi que celle d'un autre projecteur plus puissant qui éclaire tout le mur. On peut aussi le tourner vers le plafond pour un éclairage indirect. Deux autres projecteurs différents ont chacun un disque de couleur que j'ai réalisé moi-même, ceux disponibles dans le commerce étant trop fades. Et le passage d'une couleur à l'autre, trop disco. L'un éclaire en couleur changeante suivant l'arc-en-ciel, le centre du tableau. Le deuxième éclaire largement autour. Les disques de couleur, de temps en temps, s'arrêtent chacun indépendamment de tourner dans un sens ou dans l'autre. Un gradateur automatique fait apparaître ou disparaître la couleur doucement. J'ai expérimenté longtemps cette composition d'éclairage. Très simple par rapport à ce qu'on trouve dans les salles de spectacle. Elle est tellement efficace qu'on peut aussi s'en servir sur un mur blanc, sans tableau. Alors les combinaisons de pure couleur semblent éclater. Pour compléter ce dispositif, j'ai fixé un tube de lumière noire ou ultraviolette. J'ai développé de plus en plus la recherche avec les peintures et vernis fluorescents, ce qui rend les tableaux encore plus mystérieux. Je me rends compte que j'approche par ce moyen de la solution pour mettre en place les différentes images qui me sont venues à l'esprit et que je n'arrivais pas à assembler dans le couloir de l'infini. J'ai prévu un deuxième type de kaléidoscope,
Différents types de lumière projetés sur une boule à facettes posée au centre de la pièce. La réflexion des miroirs sur les murs donne l'impression d'être dans une bulle de lumière. J'ai conçu 3 effets. Un fixe s'appelle la pluie d'or. Un deuxième fixe aussi, mais avec des couleurs changeantes et de plus gros ronds de lumière projetés sur les murs, s'appelle la bulle intemporelle. Le troisième, utilisant les perles de lumière en couleur turquoise animées en musique, donne la sensation que la bulle est mouvante, vivante. Je l'ai appelé cactus solaire. Le kaléidoscope aura du succès, j'en vendrai plusieurs, en particulier à Demis, qui me prend en plus un tableau, Stardust. Ma situation financière empirant, sur les conseils de mon père, je me rends aux services sociaux de la mairie que je n'avais jamais fréquentés. La tête basse, un peu gêné, honteux. Je dois m'inscrire le 15 novembre 1990 au RMI, le revenu minimum d'insertion. Ça, pour être minimum, il est minimum. Avec mes recherches, j'aurais pu espérer une bourse d'études, mais je n'en obtiendrai jamais. Me voilà parti pour un circuit touristique entre guillemets social. Au fond de moi, je me sentais observateur de cet univers que je découvrais, persuadé que ce n'était qu'une situation provisoire destinée à me faire connaître les aspects les moins reluisants de la société. Les services sociaux sont complètement dépassés par les problèmes d'artistes. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas un emploi qu'on cherche. On n'est pas inactif, bien au contraire. On a seulement besoin de faire connaître notre travail et le vendre. Rien n'est prévu pour ça. Chapitre 17, 5. Le film catastrophe. Quand je parle du livre de l'Apocalypse, il est clair que ce que je dis ne représente que mon interprétation, étayée par l'expérience, mes réalisations et les visions. Je peux me tromper, mais alors qu'on me dise où. J'ai trouvé que ce texte est construit comme un film catastrophe américain. Au début, on présente les lieux, les uns et les autres, dans le calme. Puis apparaissent des cavaliers porteurs de mauvaises nouvelles et de catastrophes. Elles vont empirer progressivement, tellement que ce qui est décrit dans ce contexte va paraître monstrueux à ceux qui se seront laissés emporter par l'action, le spectacle. Puis, après une sorte d'explosion finale, c'est le calme, le happy end. C'est la Jérusalem céleste. Ceux qui n'ont retenu que les catastrophes sont ceux qui sont sortis avant la fin du film ou qui se sont endormis. Car en fait, ce texte est une révélation d'espoir. Les catastrophes, il y en a toujours eu dans l'histoire. Les guerres, les famines, les maladies. La peste était beaucoup plus grave que le sida. Les tortures d'autrefois n'étaient pas tristes et n'avaient pas grand-chose à envier à notre époque. S'il y a bien une révélation, ce n'est pas dans la catastrophe qu'elle se trouve. Non seulement le texte ressemble au scénario d'un film à grand spectacle, mais la description des objets que j'ai identifiés fait penser à une sorte de home cinéma. Par la suite, je donnerai les détails de cette interprétation. Mais avant, imaginez un personnage de l'Antiquité qui se trouve projeté dans une salle de cinéma. Il est évident qu'il ne va pas comprendre ce qu'il voit comme un spectateur actuel. Il suffit de se rappeler les réactions des personnes qui ont assisté aux premières projections des Frères Lumière au début du cinématographe. Quand le train est entré dans la gare de la Ciotat, les premiers spectateurs ont eu un moment de panique. Ils ont cru que le train était réel et qu'il allait les écraser. Il ne fera pas la distinction entre ce qui est sur l'écran et ce qui est dans la salle. Ce qui se passe en projection lui paraîtra absolument vrai, mais il aura besoin de ramener les images abstraites au niveau de sa compréhension. Ainsi, des effets de lumière psychédéliques, qu'on ne verrait que comme des effets de lumière à notre époque, deviennent pour lui porteurs de sens, comme les personnages qu'on peut voir dessinés par des nuages.
Où ça se complique, c'est qu'ils peuvent aussi avoir ce sens, et un autre destiné à quelqu'un d'autre. Des effets de lumière avec des structures purement géométriques lui apparaîtront comme des anges. Ce qui conduit à l'interrogation. À quoi doit ressembler un ange? Et qu'est-ce que c'est vraiment? Ceci étant, ce texte est hautement symbolique et a plusieurs significations cachées, imbriquées les unes dans les autres. Celle qui paraît la plus évidente étant la moins importante. Les mêmes descriptions peuvent avoir plusieurs sens selon le point de vue où on se place et le degré de compréhension qu'on a atteint. Il m'a fallu très longtemps pour approfondir certains aspects, et ce n'est pas fini. Je me suis attaché principalement à ce qui décrit la machine entre guillemets, le home cinéma, l'extasium. Le happy end, le message d'espoir, la Jérusalem céleste, on n'en parle pas suffisamment, ou alors d'une façon puérile. Dans le film Stargate, on voit une ville bâtie sur un rocher qui se déplace dans l'espace. Cette interprétation est tout juste bonne pour un film de science-fiction. Alors, la Jérusalem céleste, qu'est-ce que c'est? 1er novembre 1990. J'arrive essoufflé chez Yves Cochet, un acousticien très réputé. Il habite au 5e étage sans ascenseur. Depuis longtemps, je connaissais ses amplificateurs à tubes vendus en kit. Un jour, dans le magasin où je me fournissais en haut-parleurs, je l'entends parler avec le propriétaire. L'ayant identifié, je m'arrange pour sortir à peu près en même temps. J'engage la conversation, lui parle de mes recherches sur le son, la visualisation de la musique. Il m'invite à venir chez lui. Quand j'entre, je suis surpris par le fouillis général. Partout, sur tous les meubles, par terre, des composants électroniques, des amplis, des enceintes. La petite pièce où il fait les démonstrations de son matériel est aussi surchargée que les autres. Ce petit prouve qu'il n'a pas réalisé l'importance de l'acoustique. Il ne fait pas que des amplis à lampe. Il s'est aussi penché sur les amplis à transistors, dits en classe AB, les plus courants et les moins chers, et m'a montré que leur son pouvait être plus naturel que celui des lampes, pourtant considérées comme meilleures. Il m'ouvre ainsi des horizons nouveaux, bien moins coûteux. Surtout, il s'est aussi attaqué aux enceintes. Mais au lieu des gros monstres que je connaissais, il me prouve qu'avec des petites enceintes à 2 voix, c'est-à-dire un haut-parleur de grave médium couplé à un haut-parleur d'aigu, il peut fournir un son très convaincant. J'ai beaucoup appris à son contact. Il viendra chez moi découvrir l'extasium sans faire de commentaires. Attitude fréquente dans le milieu du son. Je retournerai plusieurs fois le voir. À chaque fois, il faut subir la parole du maître. Il est très imbu de lui-même et parle tout le temps. Plus exactement, il fait la leçon à tout le monde. Il écoute très rarement ce qu'on lui dit. Quand j'arrive à lui parler de ce que j'ai expérimenté ou découvert, pour lui, c'est toujours des queues de cerises sans importance. Dans ces conditions, je ne dis plus rien et observe au maximum pour m'en servir dans ma recherche. Avec les Amazones, je m'étais rendu compte que si j'avais réussi une création spectaculaire, elle était difficilement vendable. En plus, la dimension imposante, 1,58 m de haut, près de 80 kg au total, n'était pas très pratique. Les possibilités que m'ouvraient les petites enceintes m'ont paru beaucoup plus grandes, et j'ai décidé de me lancer dans cette direction. Les haut-parleurs étaient bien moins coûteux. Je pouvais donc faire davantage d'expérimentations. J'ai pensé à des quantités de matériaux pour les réaliser autres que ce qui se faisait habituellement, comme du polystyrène expansé, une vraie catastrophe sonore. J'ai utilisé des produits d'isolation phonique pour les enceintes et pour les murs. Je suis devenu assidu pour de longues années au marché Saint-Pierre, le marché aux tissus situé au pied du Sacré-Cœur. J'aime beaucoup tous les tissus. J'en utilise pour des expériences dans les enceintes, autour des enceintes, sur les murs. Ces petites enceintes devant être posées sur un socle, j'ai expérimenté toutes sortes de formes que je concevais et réalisais en bois. J'ai la chance
d'avoir un marchand de bois professionnel au coin de ma rue. Les vendeurs m'y ont vu si souvent qu'on se tutoie. J'ai aussi essayé des colonnes en poterie, que je devais transporter une par une sur un caddie. Je les faisais rouler à pied des quais de la Seine à mon domicile. C'était loin et lourd. Ensuite, j'ai envisagé de les remplir en sable, que j'allais ramasser sur les chantiers environnants, avec l'aide de Fumi, qui râlait bien un peu, mais le faisait. J'ai réussi à obtenir un son très convenable pour un prix de revient et un encombrement bien moindre. Conseillé et modifié par Cochet, l'amplificateur Sansuit était très bon marché, surtout par rapport à ce que j'utilisais auparavant. Parallèlement, on m'a fait découvrir les câbles blindés rigides très économiques utilisés pour les liaisons téléphoniques. J'en ai monté en câble micro et avec Karl, on a fait des comparaisons avec des câbles réputés multibrins. À l'enregistrement, la différence était flagrante. Avec du câble multibrin souple, tel qu'on le trouve partout, le son était beau, flatteur, comme disait Karl. Mais avec le câble rigide, son saxophone ténor paraissait beaucoup plus vrai. Bien sûr, il y avait quelques duretés, mais j'ai su avec force que c'était la direction à prendre. Au bout de plusieurs années d'essai, j'ai réussi à mettre au point un câble introuvable dans le commerce sur le principe du câble téléphonique. Mais le cuivre des brins est désoxygéné et l'isolation de bien meilleure efficacité. En plus, j'achetais des feuilles de cuivre très fines que je recuisais dans mon four ménager, lequel a vu défiler tellement de produits divers, plâtre, plomb, qu'il n'est plus question d'y faire cuire des aliments. Une fois recuit et devenu molle, je découpais ces fins rubans enroulés à la main autour du câble, puis de l'aluminium adhésif et à la fin du tissu noir collant. J'apprendrai plus tard que le blindage en feuilles et non pas en tresse, moins efficace, alliant le cuivre et l'aluminium que j'avais trouvé par tâtonnement et expérimentation, est ce qu'on appelle la qualité militaire, c'est-à-dire la plus efficace. J'étais content de moi. Je menais aussi mes expériences acoustiques sur les murs. Faire, défaire, refaire, tel était mon rythme de vie. Avec ces petites enceintes, le son n'était pas aussi spectaculaire qu'avec les Amazones, mais nettement plus cohérent et réaliste. Les perspectives étaient meilleures. Simultanément, je poursuivais mes recherches picturales. Avec le nouveau tableau spectacle La Porte de Lumière 2, que j'avais entrepris au cas où j'aurais eu des problèmes avec mon grand tableau animé, j'étais toujours dans la forme mandorle. J'en fis de nombreux croquis et peintures avec différentes combinaisons peintes. Dans certaines, au milieu horizontalement, je représentais un plan de diverses façons. Il faisait penser à un miroir, un lac, une mer, tantôt en lumière visible, tantôt n'apparaissant qu'en lumière noire. À ce moment, avec si peu de moyens picturaux, ce n'était plus un sexe, mais un paysage lointain. J'avais une vision d'un plan très fin, à peine perceptible, vertical, ou presque. L'univers paraissait séparé en deux. Était-ce le plan qui sépare la vie de la mort? Je développe les recherches d'images en peinture fluorescente. Et dans la perspective de grands spectacles, je me penche sur les techniques pour faire tourner le tableau sur lui-même, que de carré il devienne losange. L'effet ressenti est très différent. 7 juillet 1991. En route pour le Jura. Une semaine de vacances. Je conduis la BX Citroën que Fumi s'est achetée. Quand je l'ai connue, elle avait une coccinelle, puis une Golf. Elle habitait encore en banlieue avec son mari et ses 2 enfants. Elle est restée longtemps en instance de divorce, à cause des enfants. Maintenant, ils sont assez grands et le divorce est prononcé. Fumi était venu à Paris, mandaté par une grosse entreprise de tissus japonaise, pour seconder comme styliste leur poulain. Il a pris son essor depuis. C'était Jean-Paul Gaultier. À son arrivée, elle fut hébergée au pavillon japonais de la cité universitaire à Paris. Elle ne parlait pas du tout français. Elle rencontra le responsable du lieu, un Breton qui parlait couramment japonais.
C'était le premier Français qu'elle rencontrait. Elle ne le laissa pas échapper et se maria avec. Par la suite, ils retournèrent ensemble au Japon, vivre quelques années enchanteresses à Kyoto. Puis son mari la conduisit au fin fond de la Bretagne, dans un petit village, dur pour une fille de la ville de Tokyo, où elle ne vit pratiquement personne d'autre que sa belle-mère et quelques parents pendant 2 ans. Comme il refusait qu'elle apprenne le français, elle se mura dans le silence. Sa seule distraction, participer à des groupes de danse folklorique bretonne en costume traditionnel. Plus tard, malgré l'interdit marital, elle s'efforça d'apprendre la langue de sa nouvelle nationalité par elle-même. C'était très louable de sa part. Seulement, elle avait la fâcheuse habitude de ne pas vraiment écouter ce qu'on lui disait. Résultat, elle oubliait le début et la fin des mots et s'énervait facilement quand elle n'était pas comprise. En plus, dotée d'une imagination galopante, dès qu'on lui disait quelques mots sans écouter la fin, elle partait dans des histoires imaginaires, hors sujet et généralement négatives que j'avais du mal à arrêter. Si les 68 arts l'avaient connue, jamais il n'aurait proclamé l'imagination au pouvoir. Elle se rattrape de ces 2 ans de silence, au point que je dois souvent lui dire « Tais-toi, tais-toi ». À cause de cette mauvaise compréhension, nos relations sont fréquemment tendues. Elle peut se révéler une emmerdeuse, la pire des emmerdeuses que j'ai connues. Elle m'a fait piquer des colères comme jamais personne d'autre n'y a réussi. Cependant, j'ai réalisé que ces colères m'apportaient une détente après l'explosion verbale, source de créativité. J'en suis arrivé à penser que si le patron l'a envoyé se coller à moi, elle disait je suis la puce d'Alain, c'est que j'avais besoin de ce côté exaspérant, même si ce n'est pas agréable. Je me suis bien gardé de lui dire, elle en aurait abusé. Heureusement, elle a beaucoup d'autres qualités. Rieuse, gamine dans l'âme, un peu trop peut-être. Généreuse, pas du tout intéressée. Elle est plutôt bonne fille, gentille et pas rancunière, assez peu jalouse. Cependant, au début, j'ai eu à réfréner des accès de jalousie qui me rappelaient les délires de Françoise. La méthode était simple. Si tu continues ta jalousie, je ne te revois plus. J'étais radical. Au maximum 2 à 3 jours sans se voir, et il n'y avait plus de problème. Je lui avais donné une clé de l'appartement. Et il est arrivé dans les premières années qu'elle me trouve au lit en compagnie. Au lieu d'en faire un drame théâtral, on s'est retrouvés allongés à 3, et tout s'est arrangé agréablement. Elle a une très grande sensibilité, des antennes. Souvent, il est arrivé, si j'avais une visite féminine professionnelle ou simplement amicale, qu'elle déboule me rendre visite à l'improviste, alors que ça n'arrivait presque jamais quand j'étais seul ou avec des messieurs. Elle est celle qui a reçu le plus fortement l'énergie. C'est avec elle que j'ai connu la plus grande union sexuelle, avec la puissance de l'énergie en plus. Nos expériences dans ce domaine ont été si loin que j'ai entrevu la pente fatale qui conduit au vice et à la perversité. Je n'en voulais pas et j'ai préféré arrêter. Comme le sida avait fait des ravages parmi ses amis homosexuels de la mode, elle a développé une grande peur de toutes les maladies. Résultat, on a totalement stoppé cet aspect de nos relations. Mais c'est largement compensé par notre union dans l'énergie et par le fait que 2 fois par semaine, depuis plus d'un quart de siècle, nous chantons ensemble les chants de connexion de Dreammaker. Et puis, au bout de tout ce temps, elle est toujours là. On n'habite pas ensemble. Ce serait très vite insupportable. Après avoir habité dans 2 appartements à la suite, rue du Faubourg Saint-Denis, à 10 minutes à pied de chez moi, elle est venue s'installer plus près, au bout de ma rue, dans un bel appartement qui donne sur 3 rues découvrant le canal Saint-Martin. On se voit plusieurs fois par jour. Mais si elle a autre chose à faire, ou moi-même, il n'y a pas d'explication à fournir. On reste libre. On joue souvent aux échecs. Elle y est très forte, et au moins elle ne parle pas pendant les parties, se contentant de chantonner fort joliment.
Depuis le début de 2015, on s'est mis à jouer au ping-pong presque tous les matins au bord du canal Saint-Martin, avec comme spectateurs les passagers des bateaux promenades qui passent l'écluse à côté. La route sinueuse grimpe au milieu d'un beau paysage vers le chalet où nous allons passer une semaine. Nicole, avec son fils, nous a invités dans cette demeure familiale bâtie sur une bosse dégagée avec une magnifique vue plongeante sur la vallée et les montagnes jurassiques au loin. Ce sera un séjour très agréable avec des excursions alentours et ce qui ravit Fumi, des baignades dans plusieurs lacs environnants. Le plus beau est sans conteste le lac Jalin, une eau émeraude cernée d'une muraille de conifères vert profond. Arrive notre soir habituel. On tente de chanter. Rien à faire. Sans le tableau devant nous, la connexion ne s'établit pas. On retentera l'expérience des années après à Nice, chez ma sœur. Ce sera pareil. Pour pouvoir chanter ces chants extraordinaires, il est indispensable d'être devant le tableau. Après un mois de travail et de recherche tous azimuts, je repars le 16 août passer quelques jours dans un pavillon de Center Park que m'a prêté ma sœur Martine. Fumi, qui adore l'eau, s'en donne à cœur joie dans toutes les attractions aquatiques. Le premier jour, on y passe plusieurs heures, mais à la longue, c'est lassant. Et comme on ne peut pas tellement nager, on préfère les promenades dans la forêt environnante. Chapitre 17, 6. Les 10 dimensions. Depuis plusieurs mois, je suis pénétré par des pensées qui m'arrivent dans la tête, soit en parlant à un auditoire qui me paraît réceptif dans l'extasium. Voici ce qu'elles me disent. L'univers ne serait pas constitué de 4 dimensions, telles qu'elles apparaissent à nos sens, mais de 10 dimensions. 9 seraient matérielles, entre guillemets, de notre côté du monde. La 10e serait de l'autre côté de la vie, un univers parallèle, la conscience globale, Dieu. En fait, l'ordre serait inversé, la première ne pouvant être que Dieu. C'est notre perception terrestre qui l'appelle la 10e. Chacune de ces dimensions comprendrait de nombreux niveaux intermédiaires. Au-delà des 4 connus, leur accès est totalement impossible par des moyens matériels. Jusqu'à la 9e, certains peuvent y accéder volontairement par des pratiques de méditation profonde ou involontairement, sans jamais pouvoir décider quelle dimension atteindre. On constate simplement en redescendant qu'on était plus ou moins haut. La 10e n'est accessible que très rarement et seulement si on est appelé. De même qu'on est constamment dans 4 dimensions, on baigne aussi dans les autres sans en avoir conscience. Ces diverses dimensions sont en relation avec la symbolique profonde des nombres de 1 à 10 et avec le fait qu'on a 10 doigts aux mains. Ainsi, quand on est dans une phase d'organisation, d'ordre, on est en relation plus particulièrement avec la 6e dimension, dans une phase de création avec la 7e, et en amour avec la 8e, etc. Évidemment, c'est une explication un peu simpliste, destinée à une meilleure compréhension. Par exemple, dans les 4 dimensions, si on est assis ou allongé, sans bouger, à attendre, on est plus particulièrement en relation avec le temps, tout en étant dans les autres. Si on marche, c'est la longueur qui domine. De même, si on grimpe, c'est la hauteur. Les niveaux intermédiaires ne doivent pas être considérés en termes de valeur, mais en termes de différence. Ainsi, dans notre univers, si on prend l'être humain comme point de repère, il est évident que les insectes ne vivent pas au même niveau que le nôtre, et les bactéries non plus au niveau des insectes. Dans l'autre sens, on n'est pas au même niveau que le système solaire, qui lui n'est pas au niveau de notre galaxie, la Voie lactée, qui n'est pas non plus au niveau de l'univers. Pourtant, tous ces niveaux
sont dans les 4 dimensions. Seul le temps est pleinement présent dans toutes les dimensions. Seulement sa perception dans la 10e, le temps existe toujours, mais tellement ralenti qu'il semble être un perpétuel présent. Il avance pourtant toujours. La taille des objets nous paraît plus ou moins grande en fonction de la dimension et du niveau dans lequel on est. Ainsi, notre corps, qui paraît si petit par rapport à l'univers, ne l'est pas vraiment. Descendons au niveau des organes, puis des cellules. C'est déjà beaucoup plus grand. Au niveau de l'ADN, le point de vue nous paraît être immense. Descendons encore au niveau des atomes, puis au niveau des particules qui constituent son noyau. Je crois bien qu'à ce niveau, on n'a pas grand-chose à envier à l'univers tout entier. On est un univers entier, plein de vide, sans s'en rendre compte. Vu de la 10e dimension, l'univers ne paraît pas plus grand que notre propre corps. J'ai eu 2 visions très révélatrices. Dans la première, j'ai ressenti être une galaxie entière. C'était une galaxie sphérique, constituée d'une myriade d'étoiles. Ce n'était ni surprenant, ni étrange, ni glorifiant. J'étais une galaxie, point c'est tout. Banal à la limite, comme d'être ce qu'on est quotidiennement. Dans la deuxième, j'ai perçu l'univers tout entier. Il m'est apparu comme un grand corps très différent de ce qu'on voit en levant la tête par nuit noire en pleine nature. Très différent même de ce qu'on capte avec les plus puissants télescopes. C'était comme si je visualisais les champs d'énergie qui se dégagent des étoiles ou des galaxies, comme si les forces de gravitation apparaissaient formant une sorte de peau. Peut-être aussi percevais-je la mystérieuse matière noire. Par ailleurs, j'ai perçu que chaque grain de matière, chaque atome, à notre époque, on peut mieux comprendre comment. Ce serait comme des pixels reliés à un super, hyper, méga, giga, téra ordinateur situé et constituant l'univers parallèle de la 10e dimension. Ce qui implique que tout, sans exception, reste sous contrôle. Ceci rappelle ce que disait Jésus de Dieu, connaissant tout. Quelques années après que ces pensées me soient venues, en lisant un magazine scientifique, ce que je fais régulièrement, j'ai découvert un article allant dans ce sens. Vers 2005, j'ai même vu un documentaire télévisé sur la chaîne 5 qui développait ce même concept et faisait état des recherches dans cette direction. Jusqu'à l'époque d'Einstein, on connaissait les mathématiques euclidiennes pour expliquer l'univers. Puis, en approfondissant la matière au-delà de l'atome, pour expliquer ce qui se passe au niveau des particules constituant son noyau, les scientifiques ont développé la mécanique quantique. Or, celle-ci ne fonctionne pas de la même manière. Les règles sont différentes. Depuis cette découverte, vers le début du XXe siècle, les chercheurs ont essayé de trouver une nouvelle forme de mathématiques permettant de relier les deux connues. Plusieurs théories ont été trouvées puis abandonnées. Mais un courant se développe autour de ce qui a été appelé la théorie des cordes et des supercordes. Dans cette théorie, les scientifiques parlent aussi d'un univers en 10 dimensions. Certains annoncent le chiffre de 11 et même davantage. Ils parlent d'atomes qui se déploieraient telle une corde dans ces dimensions et qui seraient reliés à un univers parallèle. C'est ce que j'ai expérimenté et ce qui m'est venu à l'esprit. Mais dans mon expérience, il n'y a que 10 dimensions. Et l'univers parallèle n'a aucune matérialité. Il n'est que pure conscience. Ce que refusent de prendre en considération les scientifiques entre guillemets institutionnels. Cependant, un certain nombre, en fonction de leur découverte, pensent qu'il y a une intelligence qui dirige l'univers. C'est ce qu'on appelle intelligent design.
à ne surtout pas confondre avec le créationnisme qui se réfère à une interprétation primaire, stricte et... Avant les vacances, je me trouvais dans l'appartement de Fumi, au 85 rue du Faubourg Saint-Denis, peu de temps avant qu'elle ne déménage au bord du canal Saint-Martin, plus près de chez moi. Elle m'avait acheté, nos comptes ont toujours été séparés, mais je lui ai offert aussi plusieurs œuvres. Un de mes petits systèmes de son à 2 haut-parleurs. Elle me montre la chaîne hi-fi qu'elle avait depuis longtemps. Il s'agissait d'enceintes Sony en dispositif actif-passif. Le haut-parleur actif a un moteur, un aimant, commandé par l'énergie électrique de la modulation, et l'autre pas. Le passif bouge en osmose avec le premier qui est un haut-parleur large bande. C'était la première fois que je rencontrais ce type de haut-parleur capable, en théorie, de restituer le son des graves aux aigus. En réalité, il fallait lui adjoindre un tweeter pour les aigus et ce haut-parleur passif pour gonfler le grave. Mais il n'y avait pas de filtrage, toujours source de problèmes. Ces enceintes étaient du style qu'un audiophile sérieux entre guillemets jette immédiatement à la poubelle. J'ai quand même eu la curiosité de les écouter au moins une fois. Surprise! Bien qu'avec beaucoup de manque, le son paraissait nettement plus réaliste, cohérent qu'avec les petites deux voix que j'avais conçues. Fumi avait un piano à côté de la chaîne. Ce qu'on entendait sur... J'ai réfléchi alors au fait que, dans la nature, le son n'est pas divisé en grave, médium, aigu. Il forme un tout cohérent. Le tympan de nos oreilles est formé d'un seul voile de peau. Comme les micros n'ont qu'une seule capsule pour capter la musique, logiquement, les premiers baffles n'avaient qu'un seul haut-parleur. Alors pourquoi la multiplicité des haut-parleurs sur une enceinte s'est-elle développée? J'y vois deux raisons. La première étant que les fabricants n'ont pas réussi à faire rendre les extrêmes du son à ce type de haut-parleur. La deuxième découlant de la première, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient vendre beaucoup plus cher leur production. Et ils ont conditionné les amateurs par la publicité et le marketing pour leur faire croire que plus il y avait de haut-parleurs par enceinte, plus le son est fidèle. Évidemment, plus c'est cher. Moi aussi, je suis tombé dans le panneau avec mes enceintes à 11 haut-parleurs par enceinte ou mon système multi-amplifié à 5 voix. Mais déjà, en ayant réduit le nombre des haut-parleurs jusqu'à 2, j'avais constaté que le son était plus réaliste qu'avec plusieurs par enceinte. La quantité rajoute au spectaculaire, mais éloigne de la sensation de vrai. J'ai donc décidé d'orienter. Au bout de ma rue, un magasin s'était installé depuis peu. C'était un maillon d'une chaîne de magasins canadiens vendant un bric-à-brac d'objets divers à dominante électronique, appareils et composants, dont des haut-parleurs large bande de 13 cm de la marque Realistic. Ils étaient surtout utilisés pour l'automobile. Comme ils étaient très bon marché, j'ai pu me lancer à fond dans cette nouvelle recherche, en les triturant de toutes les manières, ce qui m'a valu d'en casser un certain nombre. 24 août 1991. Parution du numéro 2 de Dream News, le journal de Dreammaker. J'avais eu l'idée de créer une sorte de fanzine, imprimée en photocopie, où chaque membre du groupe pouvait et devait écrire ou dessiner tout ce qu'il souhaitait, ayant un rapport, même lointain, avec la direction de nos chants et le message de partage généreux qui leur était attaché. Ce pouvait être bien sûr la description des visions ou des poésies qu'il ou elle avait écrites, des réflexions sur la vie, la mort, le monde, le quotidien, des textes lus dans un livre ou un magazine. L'idée était de faire partager aux autres tout ce qu'ils ou elles souhaitaient communiquer pour mieux se connaître et aussi distribuer autour de nous des exemplaires de Dream News pour que nos amis sachent ce qu'on vivait et découvrait. L'idée sous-jacente
était d'inciter les uns et les autres à une créativité communicante. Les 2 premiers numéros ont parfaitement rempli leur rôle, et on était agréablement surpris de mieux connaître le fond de la pensée des uns et des autres. Seulement, après le numéro 2, Didier nous a dit: il ne faut pas le faire simplement en photocopie noir et blanc, ou même bleu et blanc. Il faut le faire en quadrichromie. J'ai eu beau émettre des réserves sur cette idée prématurée et hors de nos moyens, rien à faire. C'était décidé. On allait publier Dream News en couleur. Résultat attendu. 16 septembre 1991. Roaring Sixties. Michel D. a lancé des invitations pour une de ses dernières grandes fêtes. Ses activités d'architecte scénographe lui ouvrant les portes de nombreuses salles de spectacle, il s'est offert l'Olympia pour célébrer en fanfare ses 60 ans. La fête se passe dans l'entrée de la célèbre salle. C'est bondé. J'y retrouve beaucoup. J'ai conçu un premier système utilisant des haut-parleurs large bande. Mais je n'ai pas encore réussi à franchir le pas avec un seul haut-parleur par enceinte. 2 boîtes cubiques de 15 cm de côté, l'une au-dessus de l'autre, séparées par une dizaine de centimètres. En face avant de chacune, un haut-parleur large bande de 13 cm sans filtrage. Par contre, sur celui de dessous, j'ai supprimé le cône qui forme les aigus pour favoriser le grave. Elles sont fixées sur un pied en croix très haut avec 4 pattes sur des sortes de serres pointues. On dirait une sorte d'oiseau bizarre. Je l'ai appelé le phénix. L'un est peint en bleu, l'autre en rouge, recouvert d'un mouchetis à l'éponge argent et or. Technique que j'utiliserai souvent. Acoustiquement, c'est une solution un peu bâtarde, mais le son est quand même plaisant et la forme sculptée très originale. Demis ne s'y trompe pas, et à l'occasion d'une de ses nombreuses visites, il m'achète un couple de phénix. En contemplant la dernière version acoustique de l'Extasium, il me dit: c'est incroyable, tu as dû en faire au moins 50 versions. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'avais jamais compté jusque-là. Peut-être en ai-je fait plus, peut-être moins. En tout cas, à partir de ce jour, je les ai comptés. Je n'ai pas fini d'en voir des versions, avec de nombreuses étapes et retouches intermédiaires. Je considérais qu'il s'agissait d'une nouvelle version quand, visuellement, c'était différent. Avancer, reculer, comme au tango, 3 pas en avant, 2 en arrière, une danse valable non seulement pour l'acoustique de la salle, mais aussi pour le système de son, pour les peintures et pour la partie électronique. Faire, défaire, refaire. Telle est la devise qui s'est imposée à moi par la force, celle d'être pris dans un engrenage m'imposant à aller de l'avant, quelles que soient les difficultés. Il y en a eu de toutes sortes. Financières. Tous mes revenus, à part le strict nécessaire pour le loyer et la nourriture très sobre, y sont passés. Pour les vêtements, je me suis contenté de ce que des parents me donnaient. Physique. C'était très lourd tous ces matériaux que j'ai utilisés, qu'il fallait mettre en place ou retirer, juchés sur un escabeau très pesant, à manipuler au risque de me briser les os. Morale. C'était dur de réaliser que quelque chose n'allait pas et de prendre la décision de tout recommencer. Heureusement, le côté autodestructeur de mon signe astrologique, le Scorpion, faisait qu'une fois la décision prise, je prenais un certain plaisir à tout défaire pour repartir dans une nouvelle aventure déjà présente dans ma tête. Cette fois, c'est la bonne, me disais-je à chaque recommencement. Moralement aussi par le fait que personne dans mon entourage ne comprenait cette nécessité d'obtenir un son aussi parfait, aussi réaliste. N'ayant jamais eu l'occasion de fréquenter les magasins audiophiles de haut niveau, ni d'écouter de la musique en pure acoustique. Si on n'en a pas entendu à quoi ressemble une reproduction réaliste de la musique, on ne peut pas l'imaginer.
ni le plaisir intense que ça procure. Il y aura beaucoup d'autres versions de l'Extasium avant d'aboutir. Je ne parle pas beaucoup de mes recherches sur les jeux de lumière dans les tableaux animés par la musique, car ils sont difficilement explicables ou racontables. Mais ils ont pris beaucoup de mon temps en réflexion, spéculation, projection mentale, mise en... Les peintures se rapprochent du but ultime. Par moments, je retente de grandes compositions avec le couloir de l'infini. J'arrive à y intégrer de plus en plus d'éléments, mais ils sont plus nombreux à m'apparaître. Et je dois me concentrer sur chacun séparément dans des petits tableaux esquisses. Malgré l'aide du livre de l'Apocalypse que j'ai toujours en ligne de mire, je n'arrive pas encore à voir bien clair dans cette composition. 8 décembre 1991. Didier arrive à la séance de connexion avec son ami Franck Chapuis. Il est de Cassis, près de Marseille, et limitrophe de La Ciotat. Un léger accent du Midi. Petit, il est très bien proportionné. Il a pratiqué beaucoup de culturisme. Les photos qu'il me montre de lui en très petite tenue font penser à une statue grecque parfaite. Pour sortir de son milieu ouvrier d'origine, il a tenté diverses solutions. Il a excellé un temps dans l'une d'elles en obtenant un prix à Cannes pour des films classés X. Mais cet univers lui déplaisant profondément alors qu'il y gagnait largement sa vie, il a préféré la vie plus dure de la maçonnerie et de la peinture en bâtiment, rejoignant la tradition de ses ancêtres italiens. Un peu fruste ou rude au premier contact, il se révèle avide de tout connaître et doté d'un cœur d'or. Il est habité par une profonde spiritualité. Nos chants lui plaisent et dès la première séance, il se révèle un des meilleurs chanteurs et capteurs d'énergie. Il aura plusieurs fois des visions intenses. Il est un des très rares qui m'ont beaucoup aidé matériellement, en m'aidant à travailler le bois, mais surtout en me donnant très généreusement de l'argent quand mes difficultés grandiront. Il m'achètera aussi un système de son. Plus tard, il devra repartir près de Marseille, mais périodiquement, il reviendra chanter avec nous quand ses chantiers le feront remonter à Paris. C'est un ami fidèle et sûr qui m'a toujours soutenu dans les périodes difficiles.